l'utilisation de votre carte bancaire est scorée pour déterminer s'il y a un risque de vol, de fraude. Vous êtes scoré quand vous faites une candidature quand vous êtes lycéen et vous faites une candidature dans une formation du supérieur. Vous êtes scoré pour avoir une place en crèche. Vous êtes scoré à la caisse d'allocation familiale. Vous êtes scoré de partout. En fait, vous êtes même scoré sur Tinder. Voilà, de partout. En fait. Tu peux même scorer sur Tinder. Ouais, tu peux scorer. Oui, t'as raison. Il y a aussi quand on envoie les CV, de plus en plus d'entreprises ont recours à des logiciels qui trient les CV et qui viennent mettre un score à chaque candidat selon ce qu'on pense qui va correspondre au job finalement. Voilà. C'est tous ces scorings-là dont il faut tenir compte. Mais avant de scorer, pardon, est-ce que c'est pas juste quelque chose, entre guillemets, d'humain est-ce que ta boulangère, en fait, elle t'a pas scoré la première fois qu'elle t'a vu rentrer dans la boulangerie et en gros, elle t'a un peu catalogué. Non, mais ça paraît con comme ça. On n'a qu'une seule fois la possibilité de faire une bonne impression. Une bonne première impression, c'est ça. Non, mais blague à part, est-ce que c'est pas juste de l'ordre du réflexe, même si ça se traduit pas par un chiffre ou une lettre A, B, C, et pas besoin d'algorithme pour mettre les gens dans les cases, en quelque sorte? Oui, on fait ça très bien naturellement en fait. La seule différence, c'est que ici, vous le faites d'une manière systématique sur des centaines de milliers d'individus, des millions d'individus, et vous le faites en fait avec une mémoire en fait. C'est-à-dire que ce score va revenir, va être réutilisé pour des tas d'autres informations et va circuler pour continuer en fait à vous appliquer. Votre boulangère, si vous venez pas pendant 15 jours et que vous veniez juste d'arriver, elle se souvient pas de vous, elle va vous renoter. Si ça se trouve, elle va vous noter différemment en fait. Oui, et puis l'impact n'est pas forcément le même. On va y venir sur l'impact de ces scorings. Mais... tu crois qu'elle te donne du mauvais pain? Elle te donne le pain avarié. Va savoir, le pain d'hier. Non, mais est-ce que c'est le fait de scorer ou est-ce que c'est l'intention avec laquelle on le fait qui est moralement peut-être à revoir, ou en tout cas qui est discutable? Comment dire, ça dépend de la justesse des scores en fait, et c'est ça qui est certainement un petit peu problématique. Est-ce que ces scores sont adaptés aux calculs que l'on souhaite faire? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'il y a une intention malfaisante qui glisse avec en fait ou pas? À quoi sert-il? À qui sert-il? Pourquoi faire? Et est-ce qu'ils sont justes? Donc là, on a déjà les deux jambes, c'est-à-dire c'est à quoi ça va servir. Donc typiquement, comme on en discutait avec Swazik, aller chercher les trop perçus par les assurés de la caisse d'assurance familiale, plutôt que de se dire tiens, on va aller chercher ceux à qui on n'a pas payé ce que l'on devait. Bon, l'intention diffère. Déjà d'une, et de deux, ce que tu nous dis en premier là, c'est aussi potentiellement la façon dont on score. Est-ce que c'est juste, pas au sens équitable, est-ce que c'est fiable? Et là, on part sur la défaillance des algorithmes dont tu nous parles quand on se rencontre la première fois. Alors, ces fameux algorithmes de scoring, ça va pas, hein, c'est ça, Hubert? Ils déconnent tous à plein tube ou quoi? Quand on regarde en fait un petit peu dans le détail sur un peu la plupart de ces systèmes, ou à tout le moins ceux sur lesquels on a un peu plus de connaissances que d'autres, ce dont on se rend compte assez vite, c'est qu'ils ne calculent pas très bien la plupart du temps, et ils calculent encore moins bien certains types de publics. Et je pense que la grande difficulté est d'ici, c'est que certains types de publics vont être mal notés par ces systèmes. Alors, c'est-à-dire dans le domaine de l'embauche ou de l'emploi, il va y avoir certains scores qui vont être très très problématiques. Par exemple, on s'est rendu compte dans des tas d'enquêtes que si vous n'aviez pas travaillé pendant 6 mois, grosso modo, à peu près tous ces systèmes d'analyse de CV, plus ou moins, vous rejettent en fait. 6 mois, mais quelle que soit la raison, hein, ça peut être une maladie, ça peut être un congé maternité ou autre. En fait. Ouais. Donc en fait, dès qu'on regarde un petit peu en détail la manière dont sont produits ces scores, on se rend assez vite compte qu'il y a un problème qui se concentre en fait sur certains types de publics qui ne sont pas dans la moyenne, dans la norme, etc. C'est ce qu'expliquait assez bien Swazik Pennico dans l'un de vos épisodes. Certains publics en fait n'ont pas des revenus réguliers tous les mois. Et donc, il y a des trop perçus, des indus que la CAF vient réclamer. Pour ceux qui ont est-ce que c'est pas le problème finalement dès que tu traites de la masse? J'ai l'impression que c'est un peu le même reproche qu'on fait à l'école. Tu sais, on dit pour tous les élèves qui savent un petit peu rentrer dans le moule, qui sont dans un fonctionnement cognitif standard, l'école est parfaitement adaptée. Et puis il y a un pourcentage qui n'est pas exactement dans le même fonctionnement cognitif. Et puis là, c'est pas adapté. Il faut trouver d'autres solutions finalement.
C'est pas un peu le même problème? C'est-à-dire l'algorithme cherche à, ou les entreprises, les organisations qui les déploient cherchent à gérer la masse. On revient dans les lois de Pareto avec le 80-20. Et puis, il y a les 20% qui ne sont pas exactement dans le même fonctionnement que les autres qui peuvent se retrouver discriminés. Le problème, c'est de savoir si c'est 5, 20, 40 ou 50% en fait. Et alors, toi, tu penses que ça peut aller jusqu'à 50%? Tu as des exemples où tu te dis, là, l'algorithme, il disjonque total pour une très, très grande proportion des personnes concernées? Moi, dans les calculs que je fais, par exemple, sur les défaillances de Parcoursup, ce que dit le ministère, par exemple, c'est que sur 900 000 lycéens qui sont calculés chaque année par l'algorithme, il y en a à peu près 2% qui n'ont aucune proposition. 2%, ça fait 19 000. On se dit, ah ouais, c'est super, c'est vachement bien, c'est super efficace, très peu. C'est comme beaucoup déjà. Ouais, bon. Mais en fait, il faut ajouter à ce score, grosso modo, presque 15% en fait d'élèves qui refusent la seule proposition qui leur a été faite. Ce qui veut dire en fait que cette proposition ne leur a pas convenu. Parmi tous les choix qu'ils ont pu faire, la proposition qui leur a été faite ne leur a pas convenu. Donc si je compte bien, tu en as 17% de la population annuelle de Parcoursup qui ne trouve pas de bonne solution suite à l'algorithme. Et en plus, vous rajoutez 20 autres % d'élèves qui, chaque année, qui d'une année sur l'autre, en tout cas, se remettent d'un Parcoursup pour retrouver notre place. Ce qui veut dire également qu'en fait, que la première année, ils n'ont pas eu quelque chose qui leur satisfait, qui les satisfaisait, pardon, et donc... On avoisine donc les 40%. On est à 37%, ok? On est à 40% en fait. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.